Bon, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici, évidemment, parmi vous pour aujourd'hui, pour parler de l'influence de Jacques Friedel sur la chimie des matériaux contemporaines, si je puis dire, et de l'avenir. Enfin, je dois dire que je suis beaucoup aidé par le fait d'être entouré ici par beaucoup de mes amis physiciens, du 510 et d'ailleurs, au fil et toutes les rencontres qu'on a eues au fil de 3 décennies. Donc, comme ça a été évoqué à plusieurs occasions déjà ce matin dans cette séance, Jacques Friedel a témoigné de beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention et d'intérêt pour la liaison chimique et la façon de penser des chimistes. Et en fait, je voudrais, en tendant la main aux chimistes des matériaux en France et ailleurs dans le monde, Jacques Friedel a accompagné notre changement de point de vue d'une vision plus géométrique de la structure à une vision de la dimensionnalité électronique et des propriétés. Donc, je voudrais ce matin, brièvement, évoquer l'influence omniprésente de Jacques Friedel en sciences des matériaux à travers 3 aspects principaux, où sont les électrons dans le solide et le paradigme de la liaison forte, et l'accès à de multiples approches expérimentales. Donc, cet élan transdisciplinaire, il a été peut-être, entre autres choses, été initié par la rencontre de Jacques Friedel et Hume Rotary et leur discussion de la structure des alliages, qui est contrôlée par comment la structure des alliages est contrôlée par le nombre moyen d'électrons ou le compte d'électrons dans les alliages. Alors, donc, le maître mot pourrait être le compte d'électrons. Donc, aujourd'hui, le compte d'électrons en chimie, il y a beaucoup de domaines où le compte de l'électron est un paramètre crucial. Les règles de Wade, par exemple, qui décrivent la structure des clusters métalliques, ou bien sûr les règles de Huckel qui gouvernent des grandes réactions de la chimie organique. L'approche, la méthode des moments et la concrétisation par Jacques Friedel de l'approche de la liaison forte. Cette approche, la méthode des moments a été utilisée et a été appropriée par les groupes de Jeremy Burdett à Chicago et de son élève Stephen Nee à Cornell. Et l'approche liaison forte a aidé l'école Hofmann pour développer la méthode de Huckel et Gandu pour décrire la liaison dans les solides. Et d'ailleurs, Rold l'a formulé de manière explicite dans cet article fondamental publié en Angewandte Chemie en 1987. Donc cet article et cette approche liaison forte a permis aux chimistes des matériaux de s'approprier le théorème de Bloch et d'utiliser la beauté de la symétrie de translation dans le cristal pour dessiner presque à la main ou très simplement, en particulier en une dimension, comment les orbitales dessinaient la dispersion d'une bande par le recouvrement d'une bande des orbitales dans le solide. Un exemple, parmi les premiers exemples de l'application de ces méthodes de liaison forte et d'Huckel étendu dans les solides, on note, j'ai choisi de m'arrêter une seconde sur comment on peut décrire de manière très simple, dans ce travail de Jean Roussel en collaboration à Orsay avec le laboratoire de chimie théorique et le laboratoire de physique des solides, comment on peut très simplement décrire la structure de bande de NBC3. Voilà. Par le recouvrement fort de type sigma des orbitales des Z2 du métal en une bande de dispersion significative le long de gamma Y, alors que la dispersion est beaucoup plus faible le long de gamma Z, car le recouvrement le long de C de type pi des orbitales dx2-y2 et dxy du métal avec l'épée de chalcogène est beaucoup plus faible. Dans le cas des solides, des conducteurs moléculaires, l'unité pertinente est la symétrie de l'orbitale occupée de plus haute énergie. Dans les sels de Bechgard, prototype des supraconducteurs organiques découverts par Michel Ribot et Denis Jérôme à Orsay, les molécules au point gamma à k égale 0, les HOMO du système se recouvrent en phase, ce qui explique la structure en zigzag le long de la chaîne. Notez que la molécule est symétrique et que la présence de centres de symétrie entre les molécules le long de la chaîne permet tout degré de dimérisation, ce qui est effectivement observé, et ce qui ouvre un gap le long de gamma X. Donc, comptons les électrons. Pour 2 molécules
soit 2 HOMO et 4 électrons potentiels et un anion portant une charge négative. Il y a 3 électrons à répartir sur ces 2 bandes et le système est demi-rempli. Le couplage, l'interaction plus faible de type pi entre les orbitales p des chalcogènes de chaîne à chaîne se traduit par une dispersion beaucoup plus faible dans la direction transverse. Donc, la chimie peut se développer selon ces principes-là, et pour une molécule, pour un TTF dissymétrique convenablement fonctionnalisé, les molécules se déduisent dans la chaîne par un plan de glissement, et la chaîne est uniforme. Il n'y a plus de gap, et donc pour la même stoichiométrie et le même compte d'électrons, le système est 3/4 rempli, ce qui change profondément sa physique, car seuls les processus Karun-Klacks sont alors efficaces. Donc l'approche liaison forte et l'utilisation par les chimistes de méthodes de Huckel étendue permet confortablement de passer d'une description de l'analyse de structures complexes dans l'espace réel aux aspects pertinents de leur structure électronique. Dans le cas de ce cas gommé moléculaire, par exemple, la structure de bande est typiquement celle du graphène. Je voudrais continuer d'évoquer ces aspects par 2 exemples relatifs à la modification chimique du remplissage de bandes dans les métaux organiques. Le développement d'une chimie de forme moléculaire soluble, de superatomes de cette nature, dont la charge peut être modifiée d'une unité entre 1 et 4, permis de construire une famille de métaux hybrides bidimensionnels en leur associant un bi-TTF rigide, très rigide, de grande extension spatiale. Dans chacun de ces composés de cette famille, on a des structures similaires bidimensionnelles qui sont en quelque sorte hybridées par des différences de charge du réseau anionique. Et donc les stoichiométries, logiquement, varient de 6 à 7 à 8 en fonction de la charge du superatome. Les structures de bande sont en fait identiques et les différences de forme des surfaces des Fermi résultent simplement de simples repliements de bande et bien sûr du compte d'électrons, ce que l'on peut analyser facilement. Dans ce sel de l'anion fumarate, le compte d'électrons implique que la bande supérieure et les bandes des HOMO sont pleines, en contradiction avec le caractère métallique d'observer. Le caractère métallique a pour origine le dopage du réseau des anions par des quantités X de dianions du fumarate, ce qui dépeuple la bande et installe le caractère numérique, donc le caractère métallique, montrant une corrélation directe entre le potentiel chimique, l'équilibre chimique dans le réseau des anions, le compte d'électrons et en fait le module de l'onde de densité de charge associée à l'état isolant, à la transition métal-isolant. En effet, des simulations extendées duquel montrent que pour des incréments de X, on lève continuellement la dégénérescence de la surface de Fermi et que le module de l'onde de densité de charge varie avec le dopage et le potentiel chimique. Donc, corrélation directe entre la liaison chimique, la chimie et la physique du système. Donc, un des bénéfices de cette interaction, de ce couplage fort avec la physique, accompagné par Jacques Friedel, par la vision de Jacques Friedel, a permis les chimistes d'avoir accès à de multiples approches expérimentales. Aussi bien pour à la fois débusquer la physique de systèmes pertinents du moment, mais aussi explorer la physique des nouveaux systèmes synthétisés dans le laboratoire de chimie. Aussi bien en ce qui concerne les solides cristallins qu'en matière molle. Donc j'ai remisé deux jolies diapositives pour rester, Monsieur le Président, dans mon temps imparti. Cependant, je vais dire juste une brève parenthèse. Notre immersion au laboratoire de physique des solides nous a permis d'y rencontrer la matière molle. C'est pas pour ça qu'on était venu en première intention.
Et je voudrais évoquer le travail que l'on a pu faire pour développer, avec en particulier Anne-Marie Levelu ici présente et Patrick Davidson, tout un domaine de fluides complexes et de mésophase basé sur des motifs minéraux covalents unis ou bidimensionnels. Pour arriver à une autre approche, un autre outil, une autre approche expérimentale, une autre approche expérimentale très pertinente pour la chimie, pour la physique, mais aussi pour la chimie, qui est d'avoir participé à des programmes importants de RMN du solide sur monocristaux dans une large gamme de températures et de pression, en collaboration avec le groupe de Denis Jérôme à Orsay, mais aussi de Claude Berthier et d'Adrien Maillaf à Grenoble. Je note juste un exemple dans notre chimie, qui est par exemple ici la signature en carbone 13 des états neutres et chargés de l'ordre de l'état ordre de charge dans le cristal de Wigner, associé à l'état isolant en dessous de la transition de mode de ce système qu'a rempli. Dans un autre domaine, récemment, une collaboration avec le laboratoire de physique des solides et le RICAN à Tokyo permet de montrer que les expériences de relaxation spin réseau dans une large gamme de températures se révèlent très pertinentes pour décrire comment le mouvement de rotation très rapide du rotor moléculaire dans le cristal peut être freiné de 10 à 2 GHz ou accéléré selon que l'on serre ou que l'on desserre le nuage de liaison hydrogène sur lequel frotte le rotor. Donc dans toute cette grande aventure commune, nous avons consacré un effort important et développé des approches et des méthodologies soigneuses et précises pour d'électrocristallisation, pour croissance électrochimique de monocristaux de grande pureté, y compris d'ailleurs en consacrant aussi l'effort de synthétiser des molécules enrichies en carbone 13, par exemple ici ou ici, avec l'enrichissement évidemment au cœur de le carbone 13, au cœur de la HOMO pertinente du système électronique. Et donc, de ce point de vue, d'être témoin finalement de toute la physique du système, de la scie à la scie sur le cœur de la HOMO du système. À cet égard, bien sûr, tout ce travail a été conduit avec une forme d'obsession, c'est quelque chose de délivrer des cristaux de grande pureté. En témoignage, en quelque sorte, de ce couplage et de ces interactions et de ces discussions nombreuses à Orsay et ailleurs, et de l'amitié finalement qui s'est forgée entre les physiciens et les chimistes, on s'est trouvé à être confrontés, nous chimistes, à des questions. Par exemple, puisque vous êtes capable de faire des cristaux si purs, c'est que vous êtes capable d'y introduire des défauts. Et donc on a dû évidemment aussi accepter, en toute confiance, de développer aussi des électrocristallisations, de perturber la croissance des cristaux en introduisant des défauts. Donc c'est aussi toute cette histoire commune qui s'est avérée très, très pertinente. Alors, cependant, évidemment, un cristal de grande pureté est évidemment important, puisqu'il était peut-être considéré comme un laboratoire. Chaque cristal est en lui-même un laboratoire, objet, par exemple, d'expériences de transport en fonction de la température et de la pression, entre autres. J'ai évoqué également la RMN. Cet exemple, par exemple, cet exemple montre qu'un cristal de grande pureté permet d'observer des oscillations de la magnétorésistance pour différentes inclinaisons du cristal dans le champ, dans le cas d'un métal supraconducteur bidimensionnel. Donc voilà, avant de passer le flambeau à Claude Bourbonnais, je voudrais juste évoquer que cette interaction et ce couplage fort entre les physiciens théoriciens expérimentateurs, les chimistes quantiques et les chimistes des matériaux permettent aujourd'hui, ont transformé ce domaine et témoignent certainement de l'influence fantastique de Jacques Friedel à l'interface entre la physique et la chimie. Donc je lui rends hommage en cette occasion et le remercie de son attention et de son soutien pour toutes ces années. Merci.